je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je vous retrouve pour un nouveau point lecture. Et Kenzo va boire à ce moment-là, évidemment, sinon ça se passera un peu trop bien. Je reviens vous parler des 4 derniers livres que j'ai lus. Il y a de la nouveauté, il y a des livres plus anciens. Sachez en tout cas que je lis pas beaucoup en ce moment, enfin maintenant je suis en vacances donc ça va normalement s'améliorer. J'ai vraiment pas lu beaucoup ces derniers temps et donc il y a un livre que j'avais lu il y a longtemps, j'espère que j'arriverai quand même à vous en parler correctement. Tout d'abord, je vous parlerai de Amour de Léonore de Recondo. Puis je vous donnerai mon avis sur l'énigme de la chambre 622 de Joël Dicker. Ensuite, je vous parlerai du 2e tome de Sauveur et Fils de Marie-Aude Muraille. Puis je vous dirai ce que j'ai pensé des Jours brûlants de Laurence Perrin. Et je terminerai par un livre audio que j'ai écouté qui est La ferme des animaux de George Orwell. Je vais commencer avec Amour de Léonore de Recondo que j'ai lu il y a quand même maintenant un bon mois. Donc les souvenirs ne sont plus hyper frais. En tout cas, je sais l'impression qui me reste au terme de cette lecture et elle est très très bonne. On est ici au début du XXe siècle dans une maison française bourgeoise où vit un couple et ils ont des domestiques autour d'eux. Et en fait, la première scène du livre, c'est une scène de viol. L'homme de ce couple viole une jeune bonne. Et j'ai pas envie de vous en dire vraiment plus, sachez que c'est un couple assez distant parce que ça a été un mariage arrangé, donc ils ne sont pas amoureux, la femme n'est pas du tout attirée par son mari, et on va avoir plein de personnages qui vont évoluer comme ça en huis clos, donc on reste tout le temps plus ou moins entre les murs de la maison, et vont se développer des thématiques, l'air de rien, assez modernes et assez novatrices qui m'ont bien plu. Déjà, ce que j'ai aimé dans ce roman, c'est la plume de Léonore de Recondo. Je n'avais jamais lu cette autrice et ça m'a vraiment donné envie de découvrir un peu plus ce qu'elle a fait parce que je trouve que c'est bien écrit parce que d'un côté, c'est assez simple, mais c'est très beau. Donc on part pas dans des fioritures inutiles. Je trouve le style plutôt simple, mais tous les mots sont bien posés, sont bien choisis, correspondent bien, sont totalement en adéquation avec l'ambiance. Ça nous plonge vraiment dans cette époque historique du début du XXe siècle. Donc ça, c'est un aspect que j'ai trouvé hyper positif dans le roman. J'ai bien aimé les personnages, la manière dont ils sont développés parce qu'au premier abord, c'est sûr que ils sont pas spécialement attachants. En tout cas, certains d'entre eux ne sont vraiment pas attachants au début. Et petit à petit vont se développer des histoires qui vont faire que oui, on peut commencer à s'attacher à eux. Et vraiment, moi ce qui m'a plu, c'est cette thématique centrale du roman. D'ailleurs, le titre Amour au pluriel est parfaitement bien choisi parce qu'on traite de plein de formes d'amour. Mais vraiment, il est tellement court que je ne veux pas en dire beaucoup. En fait, je vous en ai rien dit, mais il fait moins de 300 pages, il se lit super vite. Ce serait dommage de gâcher un petit peu la surprise sur le contenu, je trouve. Sachez que c'est très beau, j'ai trouvé ça vraiment bien. J'ai tout aimé, j'ai trouvé que le rythme était bien dosé parce que on ne s'ennuie pas et c'est tout en délicatesse et c'est tout en justesse et voilà, moi ce qui me reste vraiment à l'esprit c'est que c'est un beau livre. Comme je vous disais, je développe pas forcément beaucoup, mais je pense que vous avez compris quand même que j'avais aimé. Ensuite, j'ai lu le fameux nouveau Joël Dicker qui fait beaucoup parler de lui, l'énigme de la chambre 622. Il fait énormément parler de lui, surtout en mal en ce moment. Et j'avais envie de vous en parler. Enfin déjà, Joël Dicker, il faut savoir que c'est vraiment un de mes auteurs chouchous. C'est un auteur dont j'attends toujours les nouvelles parutions. J'ai tout lu de lui et j'aime beaucoup son travail. Et donc moi j'étais impatiente de lire ce nouveau roman. Malgré les critiques qui commençaient petit à petit à fleurir sur la toile, je m'en fichais complètement en fait. Parce que je voulais me faire mon propre avis. Et mon avis n'est pas excellent, mais il est vraiment pas du tout hyper mauvais comme ceux que j'ai pu voir. C'est clairement le moins bon livre de Joël Dicker pour l'instant à mes yeux. Après ça reste hyper personnel parce que je sais que certaines personnes l'ont vraiment adoré celui-ci. Je vais déjà vous replacer dans l'intrigue avant de vous donner mon avis plus complet et plus développé. C'est l'histoire de Joël Dicker lui-même. Donc Joël Dicker, appelé l'écrivain, il vit une petite histoire d'amour au début du roman. Il est en train d'écrire à ce moment-là et son histoire se termine et alors il va partir à Verbier dans les montagnes suisses pour se vider la tête, pour passer à autre chose, pour prendre des vacances et donc il part dans un beau palace. Là-bas, il va rencontrer Scarlett qui est sa voisine de chambre, qu'il connaît, qui est assez fan de ce qu'il fait. Et ils vont à deux mener une enquête parce qu'il y a un mystère dans cet hôtel. C'est qu'il y a une chambre 621, une chambre 623, mais il n'y a pas de chambre 622. On a une chambre 621 bis. Et ils vont se demander pourquoi il n'y a pas de chambre 622.
Et en fait, ils vont comprendre que c'est parce qu'il y a eu un meurtre dans cette chambre. Et en fait, on va vraiment retracer tous les temps avant ce meurtre et toute l'histoire d'une banque suisse avec la succession qui doit s'arranger suite au décès du président de la banque. Enfin, on va vraiment suivre tous ces personnages-là. On ne sait pas qui est décédé au départ, donc on l'apprend au fil du livre, et ça j'ai trouvé que c'était super chouette parce que on découvre les personnages et on ne sait pas lequel va mourir, et forcément on ne sait pas qui a fait le coup. Donc comme je vous le disais, c'est vraiment un récit en deux temps. On a le temps du présent avec Joël Dicker, l'écrivain, et on a le temps du passé avec toute l'histoire de cette banque et ce meurtre qui a été commis. Et moi j'ai beaucoup aimé suivre les deux parties. Je sais que certaines personnes n'ont pas aimé la partie de Joël Dicker, écrivain. Et ben moi j'ai trouvé ça passionnant. C'est un sujet qui m'intéresse et par exemple je regarde des interviews d'écrivains que j'aime bien. Donc j'aime bien savoir leur parcours, j'aime bien connaître leurs trucs et astuces d'écrivain, c'est quelque chose qui me plaît, qui m'intéresse. Et Joël Dicker va aussi beaucoup développer sa relation avec son éditeur qui est malheureusement maintenant décédé, Bernard de Fallois. Ils avaient une relation vraiment extrêmement forte et on voit qu'il est vraiment touché par la perte de cet éditeur qui était si important pour lui. Donc moi cet aspect-là m'a plutôt bien plu parce qu'on apprend beaucoup de choses sur les premiers romans qu'il a écrits, sur comment il a fait pour être publié. On a tout un tas d'anecdotes. Ça, j'ai trouvé que c'était intéressant. Après, c'est sûr que l'aspect l'écrivain qui mène l'enquête avec une femme lambda qui sort d'on ne sait où. On ne sait où, ça ne se dit pas, mais tu fais des liaisons qui n'existent pas. Qui sort d'on ne sait où, c'est un peu improbable. Parce qu'on leur livre les infos sur un plateau d'argent. Mais je fermais un peu les yeux sur cet aspect-là. Je me disais, ouais... Dans la vraie vie, si t'arrives en disant alors qu'est-ce qui s'est passé dans la chambre et pourquoi, nanana, on va vite te remballer si t'es pas de la police, mais bon. Toujours est-il que eux, petit à petit, ils récoltent les informations. Et donc on a aussi toute l'histoire dans cette banque. Et j'ai trouvé que c'était bien parce que, oui, il y a certains personnages qui sont peut-être un peu stéréotypés, un peu caricaturaux. Il y en a vraiment quelques-uns dans ce sens-là. Mais la plume de Joël Dicker fait que je tournais très bien les pages, que ça m'intéressait de savoir ce qui allait se passer pour ces personnages, comment les choses allaient évoluer. Le point noir pour moi de l'histoire, ça a été le moment de la révélation, parce que j'ai trouvé que la révélation n'était pas à la hauteur, dans le sens où cette révélation est improbable pour moi. J'ai lu ça, je me suis dit oh non, c'est pas ça quand même. J'ai été vraiment déçue de la révélation parce que c'est pas possible. Et j'aimerais bien voir ce livre adapté en film, juste pour pouvoir voir comment est-ce qu'il mettrait en scène cette révélation parce que je suis curieuse de voir. Voilà, j'ai pas envie d'en dire trop, mais je me disais... ça me paraît un peu gros quand même. Et en plus, c'est un livre qui est quand même très long, hein. Il fait presque 600 pages, en grand format, donc en poche il en fera bien 700. Et il y a quand même des moments où ça tire un petit peu en longueur. On va pas se le cacher, surtout vers la fin. Je trouvais que ça tirait un petit peu. Mais je vous avoue que le lendemain, quand j'ai terminé ce livre, je l'ai lu assez vite. Quand je l'ai eu terminé, en fait, j'y pensais encore. Et je me disais quand même que j'avais passé un bon moment parce que pour moi, Joël Dicker est et restera un très bon conteur. Il raconte bien les histoires. Moi, il me prend par la main, il m'embarque et je me pose pas plus de questions. J'aime beaucoup sa plume, j'aime beaucoup sa manière de raconter. Ça arrive, je crois, à tous les écrivains. Une fois qu'on produit beaucoup, à un moment d'avoir un petit flop, surtout quand on est attendu au tournant comme ça. Et moi, globalement, j'ai pas du tout passé un mauvais moment et je l'ai encore bien en tête et j'y pense encore assez souvent. Ensuite, je suis passée à quelque chose de super léger parce que j'ai lu de la jeunesse. J'ai lu Sauveur et Fils, le tome 2 de Mario de Muraille. Je l'ai lu en lecture commune avec Laura du compte Instagram Laura's Readings. Et c'est tout à fait dans la lignée du premier tome. Si vous ne connaissez pas du tout l'histoire, on suit le personnage de Sauveur qui est psychologue. Il s'occupe principalement de jeunes, donc il fait principalement des thérapies avec des adolescents, des enfants et quelques adultes quand même. Et en parallèle, on suit sa vie de famille avec son fils et autres personnes, mais je n'en dis pas plus. Et c'est vraiment une lecture tout en douceur. Ça se lit bien, ça se lit facilement. Les personnages sont hyper attachants. Moi, j'aime bien suivre les patients pour voir un peu les troubles psychologiques dont ils souffrent. Comment Sauveur va régler les problèmes. Parfois, il sort un peu du cadre et de son rôle de psy. Mais ça reste vraiment attachant et tout mignon, super agréable. Par contre, il y a des moments quand même
où j'ai trouvé certaines choses un peu clichés, notamment le langage SMS des adolescents. On voit parfois certains messages que les adolescents écrivent. J'ai pas trouvé ça vraiment plausible, j'ai pas trouvé ça très crédible parce que on écrivait comme ça quand on payait ses SMS, donc il fallait tout raccourcir et donc on écrivait juste un G, mais aujourd'hui j'ai pas l'impression que c'est quelque chose que les jeunes font. Ils vont peut-être faire des fautes d'orthographe, mais cet aspect-là je le trouve un peu caricatural. Pareil pour l'aspect youtubeuse beauté, Enjoy Phoenix en prend pour son grade, on l'a fait vraiment passer pour une cruche absolue. On n'aime pas Enjoy Phoenix, mais en tout cas, pour regarder toutes ses vidéos, hein, je ne m'en cache pas, la manière dont elle est représentée n'est pas du tout conforme à la réalité. Donc on voit que c'est une adulte qui écrit sur un sujet peut-être qu'elle maîtrise pas à 100%, les youtubeuses beauté. Je pourrais très bien comprendre que Mario de Muraille passe pas tous ses week-ends à regarder Enjoy Phoenix. Pas de problème. Mais donc, pour moi, il y a un petit décalage là-dedans, mais c'est vraiment du détail parce que la saga, elle est hyper sympa à lire et on s'ennuie pas du tout. Ensuite, j'ai lu Les Jours Brûlants de Laurence Perrin que j'ai reçu des éditions Calman Lévy. Laurence Perrin, je commence à en avoir lu quelques-uns aussi de ses romans et c'est toujours un bon moment, c'est toujours agréable, on se laisse porter et on suit comme ça le destin de certains personnages de manière très sympathique. Ici, on est en Californie à la fin des années 70 avec le personnage de Joanne. Joanne, c'est une mère de famille, elle est mariée, elle a eu sa première fille assez jeune, ils ont eu après avec son mari un garçon. Petite vie bourgeoise, elle est femme au foyer, son mari est médecin. Et voilà, ils ont une vie très classique, ils sont très heureux comme ça, ils ont une vie bien rangée et tout se passe bien. Jusqu'au jour où Joanne se fait agresser en rentrant de la bibliothèque par un toxicomane et à partir de ce moment-là, son monde va complètement changer. Le monde tel qu'elle le connaît, l'existence qu'elle menait jusque-là, va être complètement perturbée et elle ne va plus réussir à profiter de la vie et à passer à autre chose tout simplement. Et en fait, c'est un livre sur la résilience, sur comment on peut se reconstruire après un drame. Joanne va prendre une décision radicale, mais après, c'est hyper compliqué de comprendre sa décision, mais en même temps, c'est très difficile de la juger parce que personne ne peut dire comment il réagirait face à un choc émotionnel pareil, parce que pour certaines personnes, ça pourrait paraître un peu anodin, parce que malheureusement, à notre époque, on subit peut-être plus de harcèlement dans la rue aussi, tout ce qui est harcèlement d'hommes qui sifflent des femmes, etc. C'est moins grave que ce qu'elle a subi, mais peut-être qu'on est dans une époque où, de manière générale, on se sent moins en sécurité dans la rue et que ce genre de choses arrive plus que dans les années 70. Je sais pas si c'est une hypothèse, mais en tout cas, je n'ai pas jugé sa manière de réagir, même si je pense pas que j'aurais eu la même. Mais chacun gère ça comme il le veut ou comme il le peut, surtout. Après, on va suivre tout l'après agression. Et c'est surtout cette partie-là que j'ai appréciée parce que je trouvais que toute la première partie était un peu longue, même s'il y avait vraiment des idées qui m'ont bien plu là-dedans. Notamment tout ce qui se passe dans les supermarchés. Je ne veux pas en dire plus. J'ai trouvé ça super original et vraiment pas mal. Et j'ai beaucoup aimé la deuxième partie, moi. Parce qu'on y rencontre des personnages hauts en couleur, attachants, profonds, complexes. Ils sont bien construits. Et j'ai trouvé que c'était un beau livre, en fait. C'est pas mon préféré de Laurence Perrin. Mon préféré, ça reste Miss Cyclone et puis L'aile des Vierges, mais je crois que celui-ci vient après. En fait, j'avais juste lu Ma chérie en plus, que j'avais moins aimé, donc que je mets directement en bas du classement. Mais celui-ci, je le trouve réussi, je le trouve beau en fait. Je l'ai refermé, je me suis dit oui, c'était beau. Je l'ai peut-être pas lu au moment optimal parce que je l'ai lu en plein dans mes corrections d'examen, je l'ai lu en une semaine alors qu'il est vraiment pas long, mais j'avais pas la tête à ça et j'avoue que quand je m'y replongeais, ça me faisait du bien. Et on va parler du dernier livre, en fait c'est un livre audio que j'ai écouté complètement par hasard et je vous jure ça m'a fait du bien parce que ça ne m'arrive plus jamais de lire des livres par hasard. J'ai ma pile à lire, j'ai les services presse que je reçois même si j'en prends presque plus aucun pour pas me mettre de pression comme ça je lis ce que je veux. Et c'est hyper rare que genre juste sur une impulsion, je me dise ouais je vais lire ça. Et en fait j'étais sur YouTube et on m'a proposé d'écouter le livre audio de La Ferme des Animaux, ça fait un peu moins de 2 heures. Et je me suis dit ah bah je vais
je vais commencer, j'étais en train de faire autre chose, donc je me suis dit, c'est une bonne idée d'écouter une histoire quand je suis occupée à faire quelque chose qui me demande pas une attention complète. Et j'ai commencé à écouter, et en fait, j'ai tout écouté en 2-3 jours parce que j'ai trouvé ça passionnant. Et je n'ai pas du tout l'habitude des livres audio, mais comme j'ai écouté le podcast de Margot Liseuse avec sa maman, de l'histoire qu'elles ont écrite à deux, j'étais plus dans cette ambiance-là, et j'ai commencé à écouter. Je trouvais la voix de la lectrice un peu agaçante. Je vous mettrai quand même la vidéo en barre d'infos parce que c'est dès que je reprenais, je me disais « Oh, sa voix est un peu énervante ». Mais dès que j'étais bien dedans, il n'y avait pas de souci, surtout qu'elle met énormément d'intonation. Il y a de la musique derrière, donc il y a des moments où j'étais stressée moi-même. Enfin, bref, pour ce qui est de l'histoire, la ferme des animaux, c'est une ferme avec des animaux. Sans blague. On est dans une ferme gouvernée par des hommes avec toutes sortes d'animaux. Et un jour, les animaux décident qu'ils en ont assez d'être exploités, d'être utilisés un peu comme des objets, de devoir travailler au service des hommes et d'être simplement au service des hommes. Et de n'avoir aucun pouvoir sur leur propre liberté. Et ils vont se rebeller. Et en fait, ils vont prendre le pouvoir sur la ferme. Parce qu'ils se mettent tous contre le fermier. Et ça va devenir la ferme des animaux. Donc c'est eux qui gèrent la ferme. Alors, c'est eux qui gèrent la ferme, c'est surtout les cochons qui vont gérer la ferme. C'est quand même un grand classique de la littérature anglaise, donc j'en avais déjà entendu parler en cours notamment. Je savais quel était le but du livre, que c'était une grosse métaphore politique. Mais quand j'ai commencé, je me suis dit, ah, on dirait que c'est un peu un truc antispéciste, les animaux se rebellent contre les hommes. C'est pas du tout ça. On utilise vraiment ce prétexte-là pour parler politique. Et en fait, c'est vraiment une critique du communisme. Parce que certes, les animaux vont prendre le pouvoir, mais on va voir que même s'ils aspiraient donc à cette liberté totale, il y a quand même certains animaux qui vont prendre le pouvoir sur les autres. Et on va voir petit à petit comment se met en place un régime totalitaire. Et donc, en me renseignant un peu sur internet, j'ai vu clairement de quelle figure politique Orwell s'était inspiré. Je sais que par exemple, un des cochons, le cochon principal, Napoléon, il est inspiré de Staline. On a comme ça plein de figures. L'autre cochon important, c'est Trotsky. Enfin, on a plein de figures de l'URSS qui émergent et ça nous dénonce vraiment de manière hyper éclairante les régimes totalitaires. Parce que petit à petit, on voit tout le système se renverser. Au début, ça paraît génial. On va tout partager, on va vivre en communauté, ça va être génial. Plus d'hommes pour nous donner des ordres, mais les choses se font assez insidieusement et petit à petit, tout ce joli petit équilibre va se renverser. Et j'ai vraiment trouvé que c'était hyper éclairant, hyper pertinent et très bien fait de la part de George Orwell parce qu'à l'époque, ça a dû être une sacrée critique de la société et de la politique. C'est assez culotté quand même. Et j'ai passé un très bon moment. Donc si vous voulez aller l'écouter, c'est vraiment pas long. Ça s'arrête de manière hyper abrupte, mais en fait c'est la vraie fin. J'ai été après regarder sur internet, c'est vraiment comme ça que ça se termine. Peut-être qu'avec un peu de contexte quand vous commencez c'est mieux, mais de toute manière même si vous n'avez pas du tout ce contexte politique, vous comprenez quand même très vite qu'un régime totalitaire se met en place entre les animaux. Et ça reste super intéressant. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé, est-ce que vous lisez en ce moment. Et moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Un gros bisou.